La parole aux négresses, Awatiam, Fodé Diawara ou l'apologie de la polygamie. Fodé Diawara est sociologue et agronome d'origine malienne, âgé d'une trentaine d'années, ayant fait ses études supérieures en France. Dans son livre « Le manifeste de l'homme primitif », Fodé Diawara entreprend la réhabilitation des civilisations dites primitives par-delà la civilisation occidentale qui, au nom de la raison, les avait reléguées au stade de la non-histoire. Noble entreprise. Courageuse démarche, n'est-ce pas? Il était tout de même nécessaire de revenir sur des aberrations véhiculées et entretenues pendant fort longtemps, sinon jusqu'à nos jours par les Occidentaux et leur culture. Hegel et ou la non-histoire de l'Afrique, avions-nous pensé, traité comme sujet de mémoire de philosophie. Puis, il n'a pas fallu chercher bien loin, ni longtemps, pour échapper à cette tentative vaine. Le sujet se trouvait quasiment épuisé avec Césaire, Senghor, Cheikh Anta Diop, Fanon, Léon Gontran Damas et bien d'autres écrivains de la négritude. Nous ne ferons ici le procès ni de leur philosophie, ni de leur politique. Il suffisait d'ouvrir discours sur le colonialisme et les chiens se taisaient, peau noire masque blanc, les damnés de la terre, pour s'en convaincre. La grande mystification idéologique et culturelle venait, avec eux, d'être dévoilée. Ils ébranlaient le système selon lequel il existe une supériorité du blanc sur le nègre. La mission civilisatrice n'avait plus sa raison d'être. Les criminels étaient démasqués. Rien ne justifiait leur présence dans les colonies. De même, l'existence des colonies était inacceptable. Leur suppression s'imposait. La colonisation et les colons allaient se casser la gueule. Mais quel itinéraire a été parcouru par ces chantres de la négritude? Pour Hegel, je cite, « L'Afrique proprement dite est la partie de ce continent qui en fournit la caractéristique particulière. Ce continent n'est pas intéressant du point de vue de sa propre histoire, mais par le fait que nous voyons l'homme dans un état de barbarie et de sauvagerie qui l'empêche encore de faire partie intégrante de la civilisation. L'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'or, replié sur lui-même, le pays de l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. » Fin de citation. Le tour est joué, les jeux sont faits. L'Afrique est définie, cataloguée une fois pour toutes. Et les disciples de Hegel de crier, de par le monde, « Amen » au nom du concept et de la dialectique, gardons le silence. Relevons aussi, je cite, « L'Afrique est en général le pays dans lequel prédomine le principal du haut du pays, l'indocilité. » Fin de citation. Et plus loin, je cite, « Dans l'Afrique proprement dite, l'homme reste arrêté au stade de la conscience sensible, d'où son incapacité absolue d'évoluer. » Fin de citation. Alors, négresses et nègres, que faites-vous donc de votre sens très poussé de l'indocilité? Accepteriez-vous le plus docilement du monde d'être traité de la sorte? En fait, vous ne pouvez rien faire d'autre et ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouvez, dixit Hegel, pas sortir du stade de la conscience sensible. Et il n'est pas mort. Des professeurs de philosophie à la Sorbonne vous tiennent encore de nos jours des propos plus ou moins identiques. Après avoir fait le procès de l'Afrique noire, au nom de quels critères, Hegel pose bien sûr la supériorité de la culture occidentale sur toutes les autres. Je cite, « L'Europe est le pays de l'unité spirituelle, du passage de cette liberté sans mesure à la réalisation particulière, à la maîtrise acquise sur la démesure, à l'élévation du particulier à l'universel et la rentrée de l'esprit en soi. » Fin de citation. Hegel n'a pas hésité à se tailler la part du lion. En fait, l'on ne peut guère lui en vouloir car il n'a fait que reprendre à sa manière des thèses d'anciens colons ayant séjourné en Afrique noire au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Son point de vue sur l'Afrique s'inscrit dans une tradition de longue date. Celle-ci aurait-elle commencé avec l'esclavage? Je cite Lévi-Strauss dans son ouvrage La pensée sauvage, publié en 1962.
Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi. Mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter la vue au loin. Il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. Pourtant, ce n'est pas assez d'avoir résorbé des humanités particulières dans l'humanité générale. Cette première entreprise en amorce d'autres que Rousseau n'aurait pas aussi volontiers admises et qui incombent aux sciences exactes et naturelles. Réintégrer la culture dans la nature et finalement la vie dans l'ensemble de ses conditions physico-chimiques. Fin de citation. La tentative de Fodé Diawara pour réhabiliter l'homme dit primitif est pour le moins révolutionnaire. En tant que tel, nous la saluons. Toutefois, son essai suscite des éléments critiquables. À ce propos, nous mentionnerons son chapitre intitulé « La monogamie, mode primitif de l'union hétérogamique » ou « La famille primitive » dans son ouvrage « Le manifeste de l'homme primitif ». Il commence par attaquer les partisans de la monogamie. Je cite « Les minorités d'intellectuels d'élite en Afrique noire s'évertuent en guise de participation au progrès à fonder des familles monogamiques du type bourgeois. Ce choix ne résulte pas d'une horreur, tant soit peu avertie, de la famille primitive, entre guillemets, mais de l'annihilation culturelle des dits intellectuels et de la dite élite par l'Occident de la chrétienté. » Fin de citation. Fodé Diawara n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, le refus de la polygamie, c'est de l'aliénation culturelle. Est-ce à dire qu'il n'y a de couple monogame en Afrique noire qu'intellectuel ? Il faudrait méconnaître l'Afrique noire ou faire preuve de malhonnêteté intellectuelle pour voir systématiquement la constitution de toute cellule familiale monogamique sous l'influence d'un ailleurs. Assurément, la polygamie est un phénomène très répandu en Afrique noire. C'est connu. Mais, parallèlement à celle-ci, la monogamie est pratiquée non seulement par des intellectuels, mais aussi, quoiqu'en minorité, par des analphabètes. Opter pour la monogamie ne reviendrait-il pas à la négation systématique de sa propre culture, de sa civilisation? Il semble que oui, du moins si nous nous référons au texte de Fodé Diawara. Tout se passe comme si les monogames abdiquaient devant la prétendue supériorité de la race blanche. Notre propos n'est point ici de juger de celle-ci. Ce qui nous préoccupe, c'est le rôle de la femme noire dans le contexte africain. Sans preuve concrète, écrite ou non, on peut aisément donner libre cours à son imagination pour émettre des hypothèses sur la polygamie en Afrique noire ou sur tout autre sujet. A priori, rien ne permet de dire à l'heure actuelle dans l'absolu qui est antérieur ou postérieur des familles monogamiques et polygamiques. Et cela, quelles que soient les spéculations des ethnologues, des sociologues ou des anthropologues. Qui tient ces discours favorables à la polygamie? Ce n'est pas un hasard s'il s'agit d'un homme. Ce dernier a-t-il pris la peine de s'inquiéter auprès de ses sœurs africaines pour savoir quels étaient leurs sentiments sur ce sujet? Il l'aurait prise s'il avait été animé par un souci d'égalité ou tout simplement de respect vis-à-vis des Africaines. Il les engage arbitrairement quand il déclare, je cite, « La seule évolution dans la famille humaine qui me paraît digne d'être prise en considération consiste en son passage de sa forme originelle, fondée sur l'union monogamique, à des formes secondaires fondées sur l'union polygamique, polygynique, polyandrique. » Fin de citation. En fait, on peut tout saisir en notant l'expression, je cite, « me paraît digne ». Fin de citation. Autrement dit, Diawara n'engage ici que sa subjectivité. À bien y réfléchir, il semble partir d'une situation bien déterminée. La vie sexuelle des Européens, fondée sur le système monogamique, évoluant vers une timide polygamie, mais une polygamie ouverte avec les nouvelles générations et la vie en communauté. Curieuse façon de procéder. Le point de départ de son analyse est que le milieu européen est en dégénérescence. Que vient faire la valeur à ce niveau? La dignité me paraît digne. Tout se passe comme si la polygamie était une résultante d'un système décadent. Ainsi donc, toujours selon sa logique,
il se serait produit le même phénomène en Afrique noire, ce qui veut dire que la polygamie ne peut être conçue ni d'un point de vue qualitatif, ni comme étant consécutive à une évolution. S'agit-il là d'une allusion à la société que prévoit Marx après la Révolution, la société communiste où tout le monde serait libre? L'Africaine est-elle, à l'heure actuelle, favorable au principe de la polyandrie? Une étude sérieuse devrait être faite dans ce sens. Toutefois, d'après les quelques voyages que nous avons effectués au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria d'une part, et d'autre part, parmi les femmes que nous avons interrogées, nous avons noté une quasi-unanimité de la réprobation du système polygamique. De plus, il va de soi qu'elles ne sont pas pour la reproduction inverse d'un système qu'elles condamnent, la polyandrie. Tout se passe comme si, de tout temps, la femme avait été, surtout dans les États islamisés, conditionnée pour être obéissante et rester fidèle à son seul et unique mari. Aussi ne peut-on que se sentir agressée en tant qu'Africaine par le propos de Diawara, selon lequel, je cite, « L'amour se manifeste dans une nature humaine incapable de renoncer aux joies de ses pulsions primaires au profit d'une existence collective harmonieuse à laquelle l'être humain est condamné. » Fin de citation. Fodé Diawara pense que la réalité la plus profonde est la vie collective et que l'amour, par sa prétention à l'individualisme, rompt l'harmonie de la collectivité. En dehors de la collectivité, il n'y aurait pas d'amour. Voilà une bien piètre définition de l'amour. Gloire aux nègres, ou plutôt au mal noir. L'amour exclut-il la possibilité d'une vie collective? Qu'est-ce que l'existence collective harmonieuse? Elle demeure non définie dans le texte de Diawara. Quelque chose de non défini doit-il faire renoncer aux joies des pulsions primaires? Les Africains ne connaîtraient-ils pas l'amour? Il n'y a rien d'étonnant à de tels propos. Avant la déclaration ci-dessus, Diawara n'a pas hésité à décréter la non-existence de l'amour chez l'homme véritable. Je cite, « Et ne devrait-on pas plutôt considérer comme un résultat heureux du génie humain véritable le fait que l'amour a cessé d'exister chez l'homme primitif, ou plus exactement le fait que l'homme primitif se soit rendu complètement maître de ses sensations primaires au point qu'il paraisse incapable de les éprouver ?» Fin de citation. Niée dans son corps et habituée à être violée, la femme africaine mariée finit par être passive au moment de l'acte sexuel, accusant ainsi un refus de participation au coït ou tout simplement une frigidité. Indépendamment des pratiques mutilatoires sexuelles dont elle peut souffrir, ce qui suit explique bien un tel état. Je cite, « Pour l'homme primitif, le problème de la sexualité est avant tout une affaire de quantité. » Fin de citation. Et un peu plus loin, je cite, « Les caresses et autres modalités de l'intimité sont de nature à limiter le coït dans sa fréquence et dans sa durée et, partant, à réduire la production de l'énergie sexuelle. C'est pour cette raison que les amants primitifs dédaignent les baisers. » Fin de citation. Est-il prouvé que la sexualité africaine peut se définir de la sorte? Que veut Fodé Diawara? Revaloriser l'Africain? Et cela par quelque moyen que ce soit? On aurait pu penser, à la lecture de ce qui va suivre, que Diawara était marcusien. Je cite Herbert Marcuse dans son ouvrage Contre-révolution et révolte, publié en 1973. Le fétichisme des marchandises paraît se renforcer de jour en jour, et seuls pourront en venir à bout des hommes et des femmes qui auront démoli la façade technologique et idéologique cachant ce qui se passe, se trame et se poursuit, couvrant la rationalité morbide de l'ensemble, des hommes et des femmes devenus libres d'épanouir leurs propres besoins et de construire solidairement un monde fait pour eux. Fin de citation. Cependant, en ce qui concerne la polygamie, la profession de foi prenait le pas sur l'objectivité et sur l'information. Ces quelques lignes peuvent en témoigner, je cite Fodé Diawara. Enfin, si aujourd'hui tout le monde dispose d'arguments de poids contre la famille monogamique bourgeoise, il n'est par contre personne qui condamne la famille primitive au nom d'autre chose que des sornettes idéalistes.
Or, dans le groupe primitif, les rapports entre l'homme et la femme ne se posent plus en termes d'égalité. » Fin de citation. Cela n'équivaudrait-il pas à dire qu'ils se sont déjà posés comme tels? Je cite. Ici, l'homme et la femme sont en interprétation permanente et fidèle de leurs rôles respectifs dans le microcosme qu'est le groupe primitif. Fin de citation. Et la plus belle, je cite, « La femme et l'homme primitif ne revendiquent pas l'égalité. » Fin de citation. Que peut revendiquer le phallocrate africain par rapport à l'africaine? Une égalité de quoi? Entre quoi? Entre qui? Une égalité dans l'oppression? Je cite, « Ils assument leurs différences et leur complémentarité dans une participation collective à l'économie du cosmos. » Fin de citation. C'est délirant. En quoi consiste leur complémentarité, leur rôle respectif?